Et bonsoir à tous, amis parieurs, amis sportifs et passionnés du ballon rond. Séquence inhabituelle, on se retrouve ce vendredi midi avec nos amis experts. Ce soir, avec, je l'ai dit sur ma droite, un invité de marque, Maître Charnaté, qui fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir, c'est avec plaisir que je suis venu, j'ai répondu à ton invitation. Ben merci, et puis donc, je serai soulagé par une grosse écurie au niveau de la parole à la défense, on verra tout à l'heure. Patrice Basile. Ben, heureux d'être encore à nouveau avec vous, et j'espère qu'on va faire une belle émission. Et oui, et puis notre célèbre, l'homme aux coiffures excentriques, mais avec toujours de prompts et précieux pronostics, Guillaume Michaud. Bonjour à tous, content de vous voir, vous nous avez manqué pendant 2 semaines, et puis il y a un petit parfum de Coupe du Monde qu'on sent là, donc c'est bien, ça sent bon le foot en ce moment. Voilà un petit clin d'œil à nos amis titulaires, Bruno Michauvin, ce qui nous vient de plus en plus dans cette feuille de match, et aussi Ronny Biral, qui n'a pas pu être avec nous. Donc, trêve, j'ai dit international, des informations sur les grands absents et puis les bonnes surprises pour la qualification pour la Coupe du Monde au Qatar en novembre. Quelques commentaires, l'Italie. Il y a un gros absent, effectivement. L'Italie qui rate la Coupe du Monde 2 fois d'affilée, c'est jamais arrivé, donc c'est comme un drame national. Et on attend de voir, en plus ils étaient quand même champions d'Europe, donc c'est quand même assez... Ça a surpris un peu tout le monde. Tout le monde a été appris un peu de court, et puis d'autres équipes comme la Suède, qui vont pas participer. On pense à l'Algérie aussi, qui s'est fait... qui n'a pas pu passer l'obstacle du Cameroun, donc voilà. Et puis il y aura sûrement quelques nouveaux. On attend quelques barrages encore pour avoir l'ensemble des participants, même si le tirage a déjà été effectué. Maître Konaté, alors beaucoup de lions au Qatar, le lion notable, le lion de la Teranga. Mais il y aura deux lions, les lions du Sénégal, les lions indomptables du Cameroun. Exactement. Et on aura droit à de très beaux spectacles. D'autant plus que le Sénégal présente une très bonne équipe, avec l'attaquant Sadio Mané et actuellement le plus grand gardien du monde. Exactement. Et c'est pas mal le milieu de terrain également. Voilà. Ils ont un très bon milieu de terrain aussi avec le joueur du PSG, Gana Gueye. Idrissa Gana Gueye. Ils ont un très bon libéraux aussi. C'est ça, une bonne au bal. Kalilou, qui joue au Napoli, oui. Au Napoli. Donc c'est une très bonne équipe. Et aussi le Cameroun. Le Cameroun, c'est une équipe qui est toujours une grande équipe, qui l'a démontré face à l'Algérie, puisque à une cinquantaine de secondes, les Algériens pensaient que le match était déjà plié. Mais vous savez, le match de football reste le match de football. Quand c'est pas encore fini, que l'arbitre n'a pas encore sifflé la fin, le match n'est pas terminé. Les Camerounais ont quand même égalisé sur un coup de pied arrêté, un centre, puis une déviation, et Kartoko Ekambi qui égalise. Et ce qui a vraiment tué tous les Algériens, notamment l'entraîneur que j'apprécie beaucoup, Belmadi, qui était couché sur la pelouse. Ah oui. Il est en syncope. En larmes totalement, donc ce que je peux comprendre. Ça me rappelle quelqu'un après la Voilà. Patrice, en Amérique du Sud, on a l'absence du Chili et puis de la Colombie. C'est très inhabituel pour une session de Coupe du Monde. Logique. Encore une fois, on confirme que le football n'est pas une science exacte. Et que c'est ça qui fait le charme de ce sport, c'est que tout peut arriver. Comme disait Thuram, tout peut arriver au football. Et messieurs, que dire de l'équipe de France? Tous les voyants sont au vert, tout va bien. Moi, Guendouzi a marqué, tout va bien pour moi. Enfin, quand Mbappé va, tout va. Non, mais même sans Mbappé, là, on a quand même eu Aurélien Tchouameni. Très grand match contre la Côte d'Ivoire. Qui est originaire du Cameroun aussi. Et puis moi, Hernandez, c'est fini. Je veux dire,
Non, mais avec le nouveau système qu'ils ont mis en place, peut-être 2 rassemblements avant avec 3 derrière, c'est intéressant. Ça joue pas mal sur les côtés. Attention aussi sur les côtés en défense. On a vu contre la Côte d'Ivoire qui se sont fait prendre de vitesse par Pépé. Donc voilà, après, moi personnellement, je trouve que ces matchs-là étant assez éloignés de la Coupe du Monde, les choses vont beaucoup évoluer à mon avis, donc c'est pas forcément la peine de trop s'emballer. Je sais pas ce qu'en pense Patrice. Oui, bien sûr, mais moi je dirais que ce qu'on a retenu quand même de ces 2 matchs amicaux, c'est qu'il reste quand même un petit chantier sur la défense. Parce qu'on n'a pas retrouvé la défense de la Coupe du Monde de 2018, où justement il nous manque un arrière central vraiment qui tienne la baraque comme il était. Varane et Umtiti ensemble. Ouais, Umtiti n'a pas été remplacé sur cette équipe, donc il reste encore du chantier. Bon, il y a le temps, hein, comme a dit Guillaume. Donc j'espère que c'est là-dessus que Deschamps va travailler. Moi, je pense que c'est une équipe qui va faire mal, surtout en attaque. Quand on voit la forme flamboyante de Mbappé aujourd'hui, qui est pour moi, ce que je vais dire n'engage que moi, qui est le meilleur joueur de la planète en ce moment. Il est jeune, il a encore beaucoup de progression, et bien, il s'en veut, il a de l'appétit. Je pense que Mbappé, on parlera encore de l'attaque française. Il a nettoyé la petite araignée qui était dans le coin de la cage. Je pense qu'on pourra encore disserter sur Mbappé. Pour moi, Didier Deschamps a une bonne équipe. En tout cas, Maître Konaté, puisque je vous tiens, je vous donne déjà le client de ce soir pour parler à la défense. On a parlé de Belmadi. Ce soir, l'accusation, c'est bien évidemment l'Algérie, donc éliminée et donc accusée de banqueroute. Est-ce que vous acceptez ce client? Oui, je l'accepte, je vais le défendre. Vous plaidez quoi? Coupable? L'acquittement ou... De banqueroute, non, puisque je pense que les Algériens ont été victimes d'une maladresse mentale. D'accord, bon, on verra ça tout à l'heure à la fin de l'émission. Pas de souci. En tout cas, on est là quand même pour une grille, une magnifique grille que nous retrouvons dimanche à 8h55 avec un pactole de 500 000 euros à valider. N'oubliez pas aussi nos applications avec donc les déclinaisons de nos propositions, Guillaume, Ronny, même absent, et Patrice et votre serviteur. Et donc cette grille, je l'ai dit, donc dimanche avec le décalage. Maintenant, vous avez vu avec le fuseau horaire qui a changé, donc jusqu'à 8h55 pour la maudite somme de 96 euros, vous devez valider et donc espérer avoir le pactole, les 14 bons pronostics ce dimanche. Et nous allons commencer tout de suite par un match qui semble déséquilibré, messieurs, après cette trêve. Un Paris-Lorient. Maître Naté, moi je vois une victoire quand même de Paris. À domicile. Avec la forme de Paris Saint-Germain aujourd'hui, moi je parierais sur Lorient. Parce que Lorient est en bas du tableau. Lorient veut quand même remonter. Je pense que Lorient a toujours créé des problèmes au Paris Saint-Germain. Oui. Historiquement, je crois que pour moi c'est Lorient. Patrice, alors, une équipe qualifiée nulle part autre que pour ce championnat, est-ce que vraiment c'est une lourde consolation? De toute façon, ce match-là, je pense que PSG, à partir de maintenant, c'est eux qui vont décider s'ils veulent être champions de France ou pas. Parce que il y a un tel désappointement dans cette équipe qui est en train presque d'imploser de l'intérieur parce que les joueurs le disent eux-mêmes. Maintenant, même si on gagne 8-0, on va nous siffler. Donc ils vont arriver sur le terrain avec un moral dans les chaussettes, comme on dit. Et c'est vrai que Lorient, ils ont des points à récupérer. Ils sont encore pas sûrs de ne pas être barragistes. Il y a une grosse bagarre en bas du classement. Et ils vont arriver là avec les dents très très longues en sachant que justement ils vont tomber sur un PSG un peu malade, avec des cadres qui ont presque démissionné, qui sont démobilisés. Moi, Neymar, Messi, je pense qu'il ne faut même plus les faire jouer tellement ils ont pas envie de jouer. Et faire appel aux jeunes. Mais je suis d'accord avec mon camarade. Ce match n'est pas du tout joué d'avance. À la limite, même ça peut être un match bof. C'est terrible de dire ça, mais ça peut être un match bof parce que PSG aujourd'hui n'a plus le plaisir de jouer puisqu'il n'a plus rien à défendre. Et c'est vrai que j'attends de ce match avec impatience parce que je ne sais pas comment ça va se passer. Donc moi, je dirais évidemment qu'il faut. Je ne peux pas dire autre chose que PSG gagnant, mais attention quand même. Guillaume, un PSG qui se représente sans ses Sud-Américains avec
les éliminatoires. Apparemment, effectivement, donc on ne pourra sûrement pas compter sur des Neymar, des Di Maria, des Messi. Et ça, je pense que ça peut être une bonne chose parce que si Pochettino a l'intelligence de faire jouer les jeunes, ils seront peut-être motivés, ils se seront peut-être un peu moins sifflés que les autres et pourquoi pas à domicile, ils peuvent. La logique voudrait qu'ils gagnent, mais attention à Lorient qui est en recherche de points quand même. Donc à la base, je vais quand même tenter la victoire de Paris parce que ce serait le résultat logique, mais je vais faire une couverture avec un match nul aussi, pour être sûr. D'accord, messieurs, pour le prochain match, là encore, un duel, une confrontation apparemment déséquilibrée entre Lyon et Angers. Moi, je vois quand même une victoire logique de Lyon. Apparemment, il y a eu encore un recrutement intéressant cette semaine. Bon, c'est vrai que tout va pas bien, mais on a en face une équipe d'Angers qui est plutôt inefficace en attaque. Maître Naté, sur ce match-là. Je ne sais pas si ce recrue pourra jouer ce match-là. Je ne sais pas s'il est qualifié pour ça. Non. Mais moi, je vois Lyon. Je vois Lyon parce que, Lyon, c'est une équipe qui, des fois, est en dents de scie, a des résultats en dents de scie. Mais contre Angers, je ne vois pas comment Angers peut aller inquiéter Lyon à domicile. Donc, pour moi, c'est Lyon. Oui, je suis tout à fait d'accord, parce que d'abord Lyon a des points à prendre. Il est urgent qu'ils se mettent à prendre des points, parce que je ne comprends pas comment cette équipe, encore une fois, avec l'effectif dont elle dispose, peut être aussi à la traîne dans ce championnat. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais enfin, en tout cas, c'est pas Angers qui vont les embêter, parce qu'Angers, c'est la même chose. Angers, depuis le début du championnat, est en morne pleine. Ils ont gagné il y a 2 semaines, mais ça faisait 8 matchs, ils n'avaient pas gagné un match. Et non, je pense que là, sur ce match-là, Lyon va se balader, parce qu'ils sont chez eux, il faut absolument qu'ils prennent des points, et il n'y a pas de souci là-dessus. Non, moi je suis un petit peu plus partagé dans le sens où Lyon est tellement inconstant depuis le début de saison que des matchs comme ça qui devraient leur être abordables ne le sont pas forcément. Et puis parce qu'Angers a un peu remonté la semaine dernière et qu'Angers déjà lors du dernier match avait emporté 3-0, donc ils ont peut-être un petit ascendant psychologique. Et du côté de Lyon, peut-être qu'ils pourront compter sur leur recrue, on ne sait pas trop. Donc c'est un jeune Brésilien de 22 ans qui était au Shakhtar Donetsk, qui s'appelle Tête, ou Tété, je ne sais pas trop. On apprendra à prononcer son nom. Donc voilà, beaucoup d'ambition. Donc je vais quand même tenter la victoire de Lyon, mais je couvrirai aussi avec le nul, un peu comme pour Paris, un peu le même raisonnement. Prochain match, messieurs, entre Clermont et l'équipe de Nantes, donc le 9e contre le 17e. Là encore, on a l'impression que Clermont devrait se faire dévorer par les Canaries, mais en tout cas, en même temps, ils enregistrent le retour de pas mal de leurs titulaires sur le terrain pour l'entraîneur Pascal Gastien. Maître Naté, vous voyez Clermont résister un petit peu à la bonne forme nantaise du moment? Moi, je vois Nantes. Je vois Nantes parce que Nantes voyage très bien. C'est une équipe qui peut gagner à domicile, qui peut gagner à l'extérieur. Nantes, c'est l'une des rares équipes qui battent les top 4. Hein, comme des Paris, notamment. Comme Paris, notamment. Et puis, j'apprécie beaucoup l'entraîneur Comboiré. Je n'ai pas compris pourquoi il a été viré du PSG. Je pense que ça a été une très mauvaise décision. Enfin bref, l'histoire nous le dira. Mais moi, je vois Nantes. C'est une équipe jeune, mais très combative, qui voyage bien. Donc, je ne vois pas Clermont-Ferrand. Je ne vois même pas un match nul. Par contre, vaincu par un match nul Déjà, je voudrais rendre hommage encore une fois à cette équipe de Clermont, parce qu'au début du championnat, personne ne voyait cette équipe rester en Ligue 1. On rigolait même au début quand ils ont accédé à la Ligue 1. On se disait, ah oui, c'est une équipe de rugby, ils vont jamais rester, enfin bref. Et puis voilà, maintenant, peut-être presque sauvés. Il faudrait simplement qu'ils grappillent quelques points supplémentaires, et je pense que c'est ce qu'ils veulent faire. Je pense que ce match contre Nantes va être un match très, très intéressant à suivre, parce qu'on a 2 équipes qui savent jouer, qui aiment jouer, qui pratiquent un joli football. Et par rapport à Nantes, j'ai une petite crainte, parce qu'ils ont gagné effectivement PSG, et on sait que quand on gagne PSG, on a toujours un petit peu derrière un petit moment de latence, d'euphorie. Ils sont qualifiés pour la finale de la Coupe de France, donc ils sont un petit peu sur leur nuage en ce moment, et attention de ne pas retomber du nuage justement. Donc clairement, non, moi je ne suis pas du tout certain que Nantes puisse gagner ce match facilement, au contraire.
Clermont a toutes ses chances. Donc moi, j'ai mis un match nul. Mais je vois un très beau match, peut-être beaucoup de buts. Donc voilà, pour moi, c'est ça. Ça va être peut-être un des plus beaux matchs de la grille. Guillaume ? Je partage un peu l'avis de mes confrères sur le jeu des équipes. C'est des équipes qui jouent bien. Petit avantage à Nantes, mais historiquement, juste pour histoire, il y a eu 5 victoires de Clermont, 6 victoires de Nantes et 2 matchs nuls. Donc l'historique n'est pas forcément en faveur d'une équipe ou de l'autre. Donc c'était très dur ce match à décider. Je suis parti plutôt sur un match nul parce que Clermont va récupérer un bon nombre de joueurs, y compris Nsimba, Samed, Diaby, Alevina. Donc pourquoi pas un match nul, sinon ce sera Nantes qui va l'emporter logiquement. Effectivement, le prochain match, on a quand même, après la trêve, oublié peut-être, au sortir d'une belle victoire de rang de Monaco, je ne dis pas ça pour embêter Patrice, mais le PSG 3-0, clair et net. Rapport encore là très déséquilibré entre le 19e, 23 points, et Monaco 7e, 44 points. Alors, conforme au synthé, pas de pitié pour les canards boiteux, maître Naté. Victoire nette et claire de Monaco. Monaco, je pense que Monaco va aller battre Metz à domicile, puisque le football produit par Metz ces jours-ci ne me permet pas de dire que Metz peut éventuellement renverser la vapeur à domicile contre Monaco. Monaco, c'est une équipe solide, malgré quelques petits déboires. Je pense que Monaco passera. Oui, moi je pense que pour Metz, effectivement, comme on dit, les carottes sont cuites. Pas d'effet cognitif. La messe est dite. C'est clair et net. Les deux équipes, malheureusement, qui vont descendre cette année, je crois que c'est clair, c'est bien Metz et Bordeaux. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait sauver Metz. Alors attention quand même à Monaco, évidemment, qui vient de battre Paris, qui a réussi quelques bons matchs ces temps-ci, et c'est normal parce qu'ils ont quand même eux aussi un effectif quand même assez pléthorique. Mais on sait que Monaco choisit ses matchs et souvent quand ils tombent contre des petits, ils jouent pas forcément leur meilleur football. Mais comme a dit mon collègue, mais c'est tellement faible malgré leur volonté de s'en sortir. On voit qu'ils n'y arrivent pas, donc je pense que ça va être compliqué. Donc Monaco, oui, je pense que Monaco gagne ce match. Ceux qui veulent prendre un petit supplément, ils peuvent mettre un petit nul, mais franchement, là encore, il n'y a pas photo, quoi. Je crois que Monaco est favori sur ce match. Pour moi, c'est un des matchs les plus déséquilibrés de la grille, par le classement, par l'historique. Les 2 dernières rencontres se sont soldées sur des 4-0 en faveur de Monaco. Donc c'est pas très encourageant. Monaco va récupérer Tchouaméni qui était resplendissant en équipe de France. Et ils sortent d'un 3-0 face au PSG. Alors c'était un PSG qui était justement du niveau de Metz. Mais quand même, c'est assez encourageant. Et puis de l'autre côté, ils ont pris quand même un 6-1 face à Rennes. Donc voilà, il n'y a pas photo pour moi. Ce serait une victoire très facile de Monaco. Effectivement, on a une équipe de Monaco qui est éliminée, qui est éliminée en coupe, en Europa League. Oui. Donc il reste aussi que le championnat pour pouvoir se refaire parce qu'ils ont quand même un effectif plutôt alléchant avec de bonnes pointures. 5e match, donc dernier match avant notre petite coupure. Montpellier-Brest, le 11e contre le 13e, donc pas loin au niveau du classement. Il y a peut-être 6 points qui les séparent. Des équipes qui peuvent osciller entre deuxième partie de tableau où ils vont remonter un peu. Moi, je vois quand même une victoire de Montpellier. À domicile depuis le départ de son meilleur élément. À Lyon, je crois, c'est ça. Fèvre. Ouais, Romain Fèvre. C'est un peu compliqué pour Brest, Maître Naté. Moi, je ne suis pas catégorique comme toi. Je pense que moi, je vois dans ce match-là soit la victoire de Montpellier ou la victoire de Brest. Je ne vois pas un match nul. Parce que les deux équipes, ce sera un match vraiment intense. D'accord ? Les deux veulent gagner du point pour progresser dans le tableau. C'est ça. Voilà, donc, ou soit Montpellier qui gagne, ou Brest. Voilà, soit le 1 ou le 2. Alors moi, je suis un peu plus dubitatif. J'aurais même osé mettre ce match en match bof.
Alors, il faut expliquer que le match bof, pour nous, c'est le match le plus insipide de la grille. Pourquoi? Tout simplement parce que Montpellier et Brest sont dans l'entre-bout du championnat, qui n'ont plus rien à gagner, qu'ils ont un football qui n'est pas forcément très chatoyant. Brest vient de battre Angers, c'est vrai. Montpellier vient de battre Bordeaux. Mais bon, pour ces deux équipes-là, il n'y a plus rien à espérer. Et c'est vrai que les deux équipes ont à peu près le même problème, c'est qu'ils ont perdu leurs meilleurs joueurs. Brest a perdu Fèvre, Montpellier a perdu Delors et son autre joueur, Laborde. Et depuis ça, ils s'en sont pas remis, tout simplement. Donc moi je vois un match presque nul, mais bon, je sais que Montpellier, ils ont quand même, ils sont très très bons, enfin, ils sont meilleurs chez eux qu'à l'extérieur, et qu'ils ont envie de faire plaisir à leur président Nicolas, donc ils vont quand même essayer de gagner ce match. Donc je vais mettre une petite pépite sur Montpellier, mais sans conviction. Hein. Pour ceux qui veulent mettre le nul, il n'y a pas de problème, je les laisse. Moi je suis un peu dubitatif aussi, c'est pas un match que j'attends. Par le classement des deux équipes en fait, hein, une qui est 11e, qui est 13e, Brest peut vraiment plus rien espérer je pense avec ce classement là. Montpellier peut-être l'Europe, mais il y a quand même des personnes devant. Puis je trouve que Montpellier, leur gros défaut c'est que Télissa Vanier n'est pas entouré d'attaquants assez performants pour que l'équipe marque en fait. Et souvent ils ont dominé les matchs comme contre Nice et ça finit par un 0-0 parce qu'ils n'arrivent pas à tromper la vigilance du gardien. Donc ce sera mon match bof, un peu comme Patrice, ce sera mon 0-0 de la grille. D'accord, messieurs. On fait la pause, on se retrouve quelques instants. Restez avec nous. Nous allons poursuivre la grille donc, avec 3 restes normalement. Donc restez avec nous pour les meilleurs pronostics pour cette grille qui nous vient dimanche à gagner 500 000 €. Bon, on se retrouve, chers amis, parieurs et aussi passionnés de foot pour cette deuxième partie d'émission avec un match, on va dire, vous avez déjà réservé le match bof, mais est-ce que le 3 Reims sera alléchant maintenant sur ce match-là? Pour moi, ce sera peut-être le match bof. Ouais, il a intégré. Il a bien compris. Ce sera peut-être le match bof. Ce sont deux équipes qui sont en bas du classement. 3 est à domicile, Reims qui vient à 3. Ben, écoutez, c'est un match pour moi qui sera un peu ennuyeux. Est-ce que ce sera un match nul? Je pense que ce sera soit 3 ou soit Reims, entre les deux. Non. Moi j'ai trouvé ce match, alors pas forcément bof, parce qu'il y a quand même un intérêt. Pourquoi? Parce que voilà que cette équipe de 3 est en train d'espérer peut-être de s'en sortir, alors qu'au départ on les voyait dans le trou. Et quelques bons résultats ont permis justement de retrouver l'espoir. Et je pense que là, ils vont s'accrocher à cet espoir. Et que ce match chez eux va être un match déterminant parce qu'il leur faut encore des points. Ils ne sont pas encore sortis de l'auberge. Alors que Reims n'a rien à gagner, n'a rien à aller chercher. Et moi, je fais toujours plus confiance à l'équipe qui est très motivée plutôt qu'à l'équipe qui n'a rien à aller, justement. Encore une fois, je dis toujours, c'est celui qui a le plus faim, qui a le plus de chances de gagner. Donc, 3 jouant à domicile, cherchant des points absolument pour s'en sortir, parce qu'ils vont peut-être s'en sortir finalement, moi je mettrai 3 gagnantes sur ce match, et peut-être que même que ça peut être un match avec quelques actions d'éclat, parce que quand les joueurs sont motivés, tout est possible. Ouais, effectivement, je pense que ça va être une histoire de motivation. Alors là-dessus, faut pas oublier que c'est un derby, et moi j'ai vécu à Reims, et je sais que 3 c'est pas forcément le meilleur ami de Reims. Donc on va peut-être avoir des joueurs plus motivés que d'habitude sur ce match-là. En plus c'est un match qui joue en Champagne, donc pourquoi pas un match football Champagne, qui sait. Et du coup je vais tenter le coup Rémois, qui aura bien envie je pense d'enfoncer 3 en Ligue 2. Et là c'est l'occasion jamais, donc on va tenter, en sachant que bon, ils ont un peu redressé la tête quand même sur les derniers matchs Reims, donc pourquoi pas. Donc une victoire de Reims, c'est à l'extérieur? Ça fait monsieur. Ouais, tout à fait. Bon, d'accord. Oh, ça fait que 100 km, hein. C'est comme si j'allais chez mon voisin. Hein. En parlant de kilomètres, faisons un grand saut en Espagne. Ah oui. Avec là un autre standing, vous l'avouez, un match intéressant pour une équipe
qui nous fait briller un peu depuis quelques semaines. On retrouve au premier plan face à un FC Séville, donc un FC Barcelone, FC Séville. Vous ne vous rendez pas compte, je parle du troisième contre le second, qui lui cru en octobre de 2021. Voilà, demain ne meurt jamais. Est-ce que le Barça durablement s'inscrit dans un renouveau dès cette année? Et effectivement, une victoire face au Séville permettrait même quasiment de se rapprocher, en tout cas de faire jeu égal avec FC Séville au niveau point ou très rapidement de le dépasser. Maintenant, on a une victoire de FC Séville qui retrouve Diego Costa qui était blessé. Alors, moi, je dirais que FC Barcelone, c'est une équipe ressuscitée. Quand on connaît les déboires qu'ils ont eus, les déboires financiers, les stars qui ont quitté le navire, et maintenant que le FC Barcelone qui recommence à gagner, à produire un joli football. J'ai regardé le match de FC Barcelone la dernière fois. Je pense que le Barcelone redevient le Barça qu'on a connu. Est-ce à dire que ce serait un match facile pour FC Barcelone à domicile? Je ne pense pas. Mais je serais d'avis à parier sur la victoire de FC Barcelone. Mais je dirais que le FC Séville aussi, c'est pas une mince affaire. C'est un bon candidat. Moi, je mettrais soit la victoire de Barcelone ou soit la victoire de Séville. Ce sera un mano à mano. Patrice, ce match nul ou... Moi déjà, je suis heureux de voir le Barça revenir à ce niveau-là. D'ailleurs, ça fait pas mal de semaines qu'on fait l'éloge de cette équipe. Il faut tirer un coup de chapeau à Xavi qui a véritablement fait un miracle, parce que moi j'étais persuadé qu'avant que Barça revienne à ce niveau-là, il faudrait du temps. Et ben non. Les joueurs qui sont dans cette équipe, justement, on le voit, ont vraiment beaucoup de plaisir à jouer. Dembélé est ressuscité. Aubameyang a amené ce petit plus qui manquait et aujourd'hui il claque but sur but. C'est une équipe qui arrête pas de scorer. 3-0 par-ci, 4-0 par-là, 5-0. C'est impressionnant. Et les voilà peut-être en train de récupérer une place en Champions League. Et donc ils ne vont pas la rater à mon avis. Donc là ils jouent chez eux avec des supporters plus que jamais chauds. Et je pense qu'ils vont gagner ce match face à un FC Séville qui, effectivement, a des qualités. Mais là, face à des joueurs aussi déterminés et qui, surtout, ont beaucoup de plaisir à jouer. Parce que c'est ça, le football. C'est d'avoir envie et d'avoir du plaisir à jouer. On les voit, ils ont plaisir à jouer. Et ils vont s'amuser encore sur ce match. Et moi, je vois le Barça gagner sans problème. Guillaume, après une belle victoire de Barcelone face au leader, démonstration de force, il faut le dire. Ce qui ne mérite pas d'être allé très rapidement dès cette semaine, le Dauphin du Real en s'imposant face au Dauphin actuel. Alors pour moi, le Barça, il y a 2 semaines, ils ont mis une gifle au Real, mais moi aussi mis une gifle. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce match-là. Et il y a eu 4-0, mais en vrai, c'est presque une manita, quoi. Ça ressemble au match qu'il y avait eu à l'époque avec Mourinho et Guardiola. Donc vraiment, j'imagine pas une équipe qui fait une démonstration pareille à Madrid, revenir au Camp Nou et ne pas pouvoir assurer face au FC Séville. Non, je pense qu'ils vont faire le taf. Alors même si de l'autre côté, Diego Carlos, effectivement l'ancien Nantais, sera de retour, il va pouvoir peut-être essayer de défendre, mais bon, en face là, c'est incroyable, hein. C'est de la magie. Hein. Donc pour moi, le 1, victoire de Barça au Camp Nou. Victoire pour Guillaume. On continue en Espagne avec Betis Séville Osasuna. Betis, on connaît notre petit penchant pour Fekir qui est là-bas. Bon, là, Osasuna, on l'a dit, hein, c'est pas encore le Sassuolo, mais c'est une équipe qui ne se laisse pas compter sur les confrontations face au gros. Est-ce qu'on peut compter sur une victoire sèche de Betis Séville ou Maître Naté, une surprise du côté de Osasuna? Je pariais sur une victoire sèche de Betis Séville. Osasuna n'a pas encore produit le football qu'on lui connaissait à l'époque. Hein. Ça fait longtemps. Osasuna, c'était une très belle équipe à l'époque. Mais aujourd'hui, je ne vois pas comment Osasuna va résister face à Betis Séville. Donc pour moi, c'est Betis.
Patrice? Oui, c'est vrai que c'est un match qu'on peut imaginer facile pour Betis, mais attention parce que Betis ne fait pas une grande année. Je pense que Betis a des problèmes, je dirais, même dans le jeu. On sent qu'il y a même si Fekir a retrouvé un petit peu sa prestance de l'époque, ils ont quand même une seule victoire en 4 matchs, donc ça prouve quand même que c'est pas encore le top. Mais c'est vrai que Osasuna, c'est pas mieux. Osasuna, ils ont pris 4-0 contre le Barça. Bon, on a parlé de Barça, c'est vrai que c'est un peu particulier comme équipe. Qui est-ce qui ne perd pas contre le Barça en ce moment? Mais c'est vrai que c'est un match compliqué à pronostiquer parce que on ne sait pas trop, on ne connaît pas l'état de forme de chacune des équipes qui est là. Et moi, je parierais plutôt pour un nul sur ce match-là parce que je n'arrive pas à détacher une équipe de l'autre. Donc je mettrais nul. Guillaume Avila, Boudimi, l'attaquant et joueur de Osasuna, vous les connaissez, ils peuvent faire mouche. Bon, ils ont gagné face à Levante il y a 15 jours. Bon, on sait bien que c'était l'équipe 3 points en ce moment. Oui, tout à fait. En Liga espagnole. Est-ce que face à une équipe un peu plus costaud comme Betis Séville, Osasuna peut créer la surprise? Bah, je trouve que Osasuna, finalement, ça reste une équipe qui sait bien défendre. Ils ont quelques joueurs en attaque. Je pense à Chimé Avila, un Argentin, qui marque quelques buts, mais c'est quand même une équipe qui a réussi à faire 0-0 contre le Real, 0-0 contre le Barça. 2-2 contre le Barça, pardon, et 0-0 contre Séville, donc ils savent tenir les chocs. Donc pourquoi pas tenir ce choc-là aussi contre le Betis Séville. Mais Betis Séville va récupérer un Nabil Fekir a priori, et quand Nabil Fekir, s'il est en forme et qui fait jouer ses partenaires, normalement il devrait faire sauter la banque. Donc soit victoire de Betis, soit le match nul éventuellement si le match est un peu cadenassé. Voilà, victoire plutôt Betis Séville pour ces messieurs. Dernier match en Espagne avec le FC Valence qui reçoit donc la belle de Cadix. Direction le Soleil ou victoire valencienne. Donc le 9e contre le 17e. On dirait une victoire à domicile de Valence, maintenant. Oui, je pense que Valence, qui pour moi est une équipe sérieuse, quand même, je ne vois pas comment Cadiz peut résister devant Valence. Valence est une équipe solide, en attaque, au milieu, qu'en défense. Cadiz, je ne vois pas Cadiz. Donc pour moi, c'est la victoire FC Valence. Ouais, moi je rejoins Maître Naté. Déjà, on se rend compte que Valence retrouve un deuxième souffle, parce qu'ils ont eu un début de championnat quand même assez laborieux. Là, ils ont un style de jeu un peu plus rugueux, un peu plus dynamique. Ça fait 5 matchs qu'ils ont livrés sans défaite, donc ça prouve bien que ils ont retrouvé un fond de jeu et que ça devient une équipe compliquée à battre. Et c'est vrai que Cadix, ça reste quand même l'équipe faible de ce championnat. Là, ils vont avoir des rendez-vous très importants. Moi, je les vois mal barrés, comme on dit. Donc, non, Cadix va prendre la fessée, à mon avis, contre Valence, ce match-là. Guillaume, Cadix, il y a un point des relégables, ils doivent tout donner pour pouvoir rester à flot. Est-ce que c'est pas une motivation supplémentaire qui peut permettre de faire un résultat face à Valence? Ouais, je pense qu'effectivement ils seront motivés. L'un de leurs meilleurs joueurs, c'est leur gardien, donc on va sûrement faire des arrêts. Je pense qu'il aura pas mal de travail. Après, il y a un écart, c'est quand même l'autoroute A6 pour Valence qui a un meilleur effectif, tout simplement. Et même s'ils n'ont plus grand chose à jouer, je pense qu'ils feront le taf et qu'ils s'imposeront un petit 1-0, voilà, histoire de faire plaisir à leurs supporters, à mon avis. D'accord, donc plutôt Valence plutôt Valence à domicile, oui. Un petit voyage en Angleterre avec un match avec deux équipes qui ont un petit peu les moyens financiers, on va dire. Ça va de ce côté-là. On les appelle les nouveaux riches entre Tottenham et Newcastle. Au point, il y a un 5e contre le 14e. Une victoire logique de Tottenham retrouvé, Maître Naté. J'aime bien cette équipe Tottenham. Tottenham, c'est une équipe qui joue bien en ce moment, avec Harry Kane, le Sud-Coréen, comment il s'appelle? Son, pardon. Son. J'ai regardé leur dernier match, c'était du spectacle, c'était un beau match. Pour moi, je pense que Tottenham
va encore gagner ce match, d'autant plus qu'ils jouent à domicile et ils ont la faveur de leur public. Et pour moi, c'est Tottenham. Patrice ? Ouais, je suis tout à fait d'accord. D'autant que, incontestablement, le style Conte fonctionne bien. Ce nouvel entraîneur a réussi finalement à faire en sorte que Kane revienne à son meilleur niveau. Je répète à chaque fois, mais Kane, c'est quand même celui qui fait gagner Tottenham ou le fait perdre. Et quand après son histoire de transfert avorté, il marchait plus du tout droit, donc du coup, l'équipe non plus ne fonctionnait pas. En plus, effectivement, Son le seconde bien à l'attaque. Et puis ils ont aussi Kulusevski là, qui est un bon buteur aussi. Donc, et puis même le style de l'équipe, quoi. C'est vraiment une équipe qui a retrouvé un style de jeu très flamboyant, comme j'aime dire. Et contre Newcastle, qui est quand même faible, il faut bien le dire, même s'ils sont riches, s'ils sont devenus des nouveaux riches. Contre les gros, ils n'y arrivent pas. Et c'est vrai que Tottenham, il y a une époque aurait pu aller perdre ce match, mais là, franchement, chez eux, avec leur nouveau Kane retrouvé et un style de jeu de plus en plus vif, on est alerte, c'est vrai que là, je pense que c'est une victoire de Tottenham, pour moi, sans problème. C'est vrai qu'on a retrouvé Kane, il était du jour du mois de mars en Première Ligue, donc ça veut tout dire. Et puis même dans son équipe, contre l'Angleterre, c'est pareil, il cartonne, le gars. À la fois joueur, buteur, mais aussi passeur pour ses partenaires, donc c'est effectivement un gros apport. Il est altruiste, comme on dit. C'est pas quelqu'un, quelqu'un qui est focalisé sur le but. C'est pas Falcao ou Ronaldo. C'est pour moi, non. il fait quand même des passes décisives. Je l'aime bien, Harry Kane. Moi aussi, j'apprécie beaucoup. Et en plus, de l'autre côté, Newcastle, qui était 20e il y a encore 3 mois, aujourd'hui a fait une remontée extraordinaire grâce à leur mercato d'hiver qui a permis d'obtenir des joueurs tels que Bruno Guimaraes, qui était à Lyon. Et là, ils sont 14e, ils se sont installés, ils se sont, je pense, sauvés. Donc je pense pas qu'ils feront d'efforts supplémentaires pour aller chercher des points à Londres. Et tandis que Tottenham, de l'autre côté, est aux portes de la Ligue des Champions. Donc eux, au contraire, ils seront très motivés à mon avis. Donc victoire de Tottenham, je pense même facilement. Donc victoire de Tottenham pour ces messieurs. Donc faisons cette seconde coupure pub et profitons pour pouvoir découvrir un peu plus ces applications feuille de match avec les pronostics, je l'ai dit, de précieux de Guillaume Michaud, de Ronnie Miral, et on salue aussi Rudy Robabel et notre maquilleuse Florence Bernard qui nous soutient, qui nous fait être encore plus beau, parce qu'ils sont là. Et on se retrouve quelques instants pour la dernière partie de cette grille. Mais nous nous retrouvons pour cette dernière partie de cette grille alléchante de 500 000 € à valider dimanche 3 avril 2022 avant 8h55. Chers parieurs, vous avez nos pronostics, je l'ai dit, sous l'application Feuille de match. Prochain match, dernier match en Angleterre entre West Ham et Everton. Allez, qui de ces deux équipes? On a quand même une équipe de West Ham qui est plutôt en forme, qui engrange les bons résultats face même au Cador, face à une modeste équipe d'Everton qui ressort d'une claque face à Crystal Palace. Maître Nadi, est-ce que West Ham va pouvoir dévorer ces d'Everton? Oui, je vois un match qui sera très bien disputé. Everton qui est à la peine va vouloir redorer son blason chez West Ham. Moi je vois soit une victoire de West Ham ou soit une surprise de Everton. Voilà. Soit un ou deux. Parce que c'est parce qu'on a une équipe d'Everton qui est quand même aux portes des relégables, donc il va falloir engager les points. Et voilà. L'équipe nous avait habitué, on essaie les Chelsea, mais il y a aussi les autres Blues en Première Ligue, c'est Everton. Il
Il y avait, je crois qu'il y avait un bon Italien qui était, je ne me rappelle plus, qui parlait de Juventus, qui était venu. Je me souviens surtout de Sigurdsson, je sais plus, le milieu de terrain islandais là. Voilà, c'est ça. Ils ont une bonne équipe. Là, c'est un peu compliqué pour Everton. Qu'est-ce que. Justement, là, la théorie de celui qui a le plus faim est toujours valable. Hein. C'est vrai que West Ham est une équipe, par contre, qui est qui est assez efficace à domicile et qui est dur à battre si on n'est pas taillé pour les grandes occasions. Et West Ham, quand même, a un effectif quand même assez conséquent. Bowen, Yarmolenko, même si Bowen est absent pour ce match, mais West Ham reste une équipe de référence de ce championnat. Alors, si effectivement on peut envisager une surprise, c'est que Everton essaye maintenant de se sauver et mettra peut-être plus de motivation encore une fois dans ce match. Mais West Ham reste West Ham et à domicile, je les vois mal perdre contre une équipe comme Everton qui est très limitée, qui en a pris 5 contre Tottenham quand même, avec une défense quand même un petit peu courbouillon comme on dit. Donc non, moi je pense que Everton va perdre ce match. Maintenant, peut-être qu'on peut se protéger avec un petit nul, mais je ne vois pas d'autres possibilités dans ce match. Donc victoire de West Ham sans problème. Les Hammers, toujours les Hammers. Les Hammers pour poursuivre la déprime d'Everton. Voilà. Je crois que les Toffees vont se faire manger, à mon avis. Parce qu'en plus, moi, le joueur que j'aime bien chez Everton, c'est Richarlison, c'est l'international brésilien. Et comme il était en vacances, enfin en voyage avec les autres joueurs pour la fin des qualifs Am Sud, et il risque de pas être présent. Donc ils ont vraiment rien pour eux, je pense, pour ce match-là. Et les Hammers devraient, je pense, logiquement s'imposer, avec beaucoup de joueurs européens et africains qui seront sûrement présents dans leur équipe. Je pense à Declan Rice, Bowen il sera pas là, mais voilà, les autres sont bien présents. Yarmolenko, enfin ouais, j'espère qu'il est pas trop attristé, mais il faut qu'il se rattrape, exactement. Donc victoire de West Ham, hein, clairement pour moi, et puis c'est une équipe que vous savez j'aime bien. Victoire de West Ham, monsieur. Posons nos valises maintenant en Italie. Avec à l'époque une affiche, aujourd'hui c'est un peu plus compliqué. Une simple, comme on dit, une simple de Gênes face à la AS Roma. On va avoir un peu un festival d'AS Roma et de Abraham. Je ne vois pas la Samp. Je ne vois pas la Sampdoria. Je vois plutôt soit l'AS Rome gagner à la Sampdoria ou un match nul. Voilà. Ça m'étonnerait le match nul, mais bon, je pense que Sampdoria, à domicile, voudra quand même tenir la dragée haute à l'AS Rome. Mais bon, je pense que soit c'est la victoire de l'AS Rome ou éventuellement un match nul. Patrice, on est resté 2 semaines après avec ce match accompli dans le derby. On pensait un match turn. Voilà, je me confesse. Je pensais un match turn. Victoire très nette avec un super coup fort de Pellegrini et un doublé d'Abraham. Ça sera du même Maccabi face à la Samp. Force est de constater que la Roma, en ce moment, ça marche pas mal. Hein. Je ne sais pas si c'est parce que leur entraîneur fétiche était sur le banc pendant 10 matchs. Ça a été motivé. Votre cœur. Ils sont vraiment sur une très très bonne dynamique. Et c'est vrai que Abraham nous fait du Mbappé, nous fait est en train d'exploser, hein, tout simplement. Donc, si ça continue comme ça, tant mieux pour eux. Hein, et en face, il y a la Sampdoria qui, malheureusement, ne présente pas un effectif très, très, très solide. Donc, je pense que là, la AS Rome est partie pour le mal, encore une fois. Et je ne vois pas d'autre solution que de pronostiquer une victoire de Rome à l'extérieur, parce que la Sampdoria n'est pas taillée pour résister à cette équipe telle qu'elle est en ce moment et telle qu'elle est en fonction de la forme qu'elle présente. Donc moi, je mise sur une victoire de l'AS Rome à l'extérieur et une défaite de Sampdoria. Pour moi, c'est un match assez logique. Hein. Une équipe est 15e, l'autre est 5e. Elles sont pour moi à leur place. Hein. Et la Roma peut pas espérer mieux que la 5e place. Et puis la Samp, voilà, ils seront sûrement sauvés, mais ça ira pas plus loin, avec Algarella notamment.
Donc victoire logique de l'AS Rome qui va retrouver son entraîneur sur le banc, même si je pense que finalement ça n'a pas changé grand chose, mais voilà, les joueurs, je pense avec la victoire contre la Lazio, ils ont quand même ils seront de bonne humeur et puis ils vont jouer leur jeu quoi. Donc victoire de la Roma pour moi. Victoire de la Roma et puis un match qui suit qui ne sera pas le match bof il me semble de cette grille, en tout cas en Italie. L'Atalanta qui va beaucoup mieux, hein. 5e, 6e en fonction des calculs face au Napoli qui cherche à jouer le titre cette année, qui semble être son année, même si elle a raté un peu le coche il y a 15 jours. Victoire de part et d'autre ou bien victoire de Napoli qui joue le titre, Maître Naté. C'est un match à qui tire ou double. C'est un match qui se joue chez Atlanta. Atlanta qui va vouloir aussi remonter la tête, hein, ils sont à domicile. Moi je vois soit la victoire d'Atlanta, soit Naples. Je pense que soit Atlanta gagne ou bien Naples gagne. Je ne vois pas un match nul. Là, on rentre vraiment dans le vif du sujet dans ce championnat parce que la bagarre est vraiment plus que jamais féroce entre donc 3 équipes. Hein, je rappelle, Naples, Inter de Milan et Milan AC. Alors Naples a réussi dernièrement à enchaîner 2 victoires, donc ce qui leur donne une provisoire 2e place. Et je pense que là, ils ont vraiment envie d'aller au bout. On l'a dit la dernière fois, hein, que pour eux, gagner ce calcio, ce serait fabuleux parce que c'est pas arrivé depuis fort longtemps. Et je pense que ils ont tout le public derrière eux, tous leurs supporters derrière eux. Et je pense que l'Atalanta va pas peser lourd dans ce match. Osimhen, leur joueur fétiche, est en forme. Il a marqué 4 buts en 2 matchs, donc c'est là, on peut dire qu'il est parti pour le mal. Non, je pense que Naples, ils peuvent gagner ce calcio. Alors évidemment, on verra après le prochain match, mais c'est vrai qu'Inter de Milan, même s'ils ont un match en moins, ils sont en tête. Mais ça va être très très chaud jusqu'au bout. Donc moi, déjà, je vois Naples gagner ce match, même si Atalanta est une très bonne équipe, mais là, la motivation va être terrible. Donc Zapata, Muriel contre Osimhen. Il y a du monde dans les 2 équipes, surtout du point de vue offensif. On a Osimhen, on a Pasalic qui est le meilleur buteur de l'Atalanta, mais ils ont tellement de joueurs qui peuvent marquer, c'est impressionnant. De l'autre côté, c'est un peu pareil. Il y a des Mertens, des Insigne, des Osimhen, des Fabian Wins, des Zelinski, des effectifs, je les trouve extraordinaires en fait. Ces 2 équipes, l'Atalanta. Et puis un passeur qui s'appelle Milanovski. Exactement, avec ses ballons chirurgicaux. C'est super beau à voir en termes de football technique. Non, je pense que là, on va avoir un super match. Je pense que les équipes vont pas se faire de cadeaux. Donc, je suis parti. En sachant qu'en plus, Atalanta a un petit avantage sur les 3 dernières rencontres. Ils ont gagné 3 fois. Les 3 historiquement. Donc, attention quand même. Je pense qu'ils adorent ce type de match-là. Jouer des équipes en haut de tableau, Atalanta, ils adorent. Ils savent qu'ils seront jamais champions, mais s'ils peuvent de temps en temps battre un Milan, un Inter, ils vont pas se gêner. Donc là-dessus, c'est qui tout double. Hein. Je partage vraiment cet avis-là. C'est soit une victoire du Napoli, soit l'Atalanta qui fait le gros coup et qui empêche le Napoli de jouer les premiers rôles en fin de championnat. Voilà pour la couverture semi-complète pour ce match-là. Et on finit par le TGV pour le voyage. Une Juve renouvelée qui fonce tout droit, parce qu'elle est partie de loin début d'année, pour se retrouver presque sur le podium. Face à celle qui est sur le podium mais qui est le champion sortant, l'Inter. Quasi derby, messieurs, Juventus de Turin, Inter de Milan. Ça va se jouer au couteau, duel. Ouais, mais ce sera un match chaud. Ce sera un match chaud bouillant. Moi, je mettrai un triple sur ce match-là. Juventus de Turin, Inter de Milan. Ce sont 2 équipes qui vont se battre. Du début jusqu'à la fin. Pour moi, je ne peux pas dire que Juventus va gagner et que l'Inter va perdre, ou bien Juventus va perdre ou que l'Inter va gagner.
Mais moi, je mets le triple sur ce match-là. C'est vrai que a priori c'est le match gala par définition, puisque la Juventus aimerait bien se payer la peau de l'Inter, puisque c'est un derby, on ne peut pas faire mieux, le derby de Turin. Donc c'est une question de prestige d'abord, avant tout. Et puis en trame de ça, il y a aussi évidemment le championnat, parce que l'Inter de Milan est 3e, mais avec un match en retard, encore une fois, que 3 points de plus, ils seront capables de revenir en haut de classement. Donc oui, ça va être un match très 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 chaud sur lequel on ne peut que mettre une couverture totale, parce que quoi faire d'autre, c'est vraiment le match rêvé en Italie. Et on sait que la Juventus en ce moment, ça marche bien aussi, même si ils ont perdu contre Villarreal il n'y a pas longtemps, mais bon, ils ont quand même des joueurs aujourd'hui qui ont prouvé leur qualité, Vlahovic, Morata, tout ça c'est du solide. Et puis voilà, donc moi je pense que, en tout cas j'ai hâte de voir ce match, et j'ai donc mis ma couverture totale pour ceux qui peuvent, autant le faire. Mais sinon, ceux qui n'ont pas la possibilité de le faire, moi je dirais que peut-être la Juventus a un peu plus de chance, parce que à la maison, la Juve, c'est que ça reste la Juve, soyons clairs. Mais vraiment un beau match en perspective, ça c'est clair. Guillaume, est-ce que on peut aussi compter sur le problème des flux psychologiques avec l'annonce du départ de Dybala, l'homme en forme du côté de la Juve? Est-ce que à la fin de la saison, est-ce que ça va jouer un peu, et qui explique aussi cette couverture complète? C'est difficile à analyser ce départ-là. Il a annoncé déjà bien à lui de l'avoir annoncé aussitôt. Ouais. Et après, c'est pas un joueur qui joue à tous les matchs. On sait très bien qu'à Dybala, il se blesse à la moitié de la saison chaque année quasiment, et que quand il joue, effectivement, techniquement, c'est incroyable. Je regardais juste une petite anecdote. Je regardais un résumé YouTube entre Mbappé et Dybala. Donc c'est des vidéos où on montre le meilleur technique de chacun des deux joueurs. Dybala à côté d'Mbappé, c'est incroyable. Il est vraiment incroyable. Techniquement, donc c'est un joueur effectivement qui va manquer à la Juve l'année prochaine. Mais pour revenir sur le match, je trouve qu'on a un peu trop tôt enterré la Juve, c'est-à-dire qu'on parlait toujours des 3 premiers, mais finalement la Juve n'est qu'à 7 points du leader actuellement. Donc attention quand même, Pour moi, je les vois bien. Elles sont 3 et 4, je les vois bien finir en 1 et 2, pour être honnête. Donc je pense que ce sera le gros match de la grille, et là-dessus, je vais être peinard. J'ai déjà mis ma demi-couverture sur l'Atalanta Naples. Là, je mets la couverture complète. Je pense que ça va être un super match, et c'est peut-être un match pour le titre. Et voilà, beau derby d'Italie à suivre ce dimanche. Mais nous avons passé en revue donc les 14 pronostics qui doivent nous permettre de rafler, vous aussi, à nous passionner, les 500 millions pour le pactole de ce dimanche, pour cette grille à valider avant 8h55. Mais maintenant, c'est l'heure de parler à la défense, et nous allons pouvoir nous appesantir sous cette accusation de l'Algérie. Parole à la défense. Alors, Maître Naté, donc cette équipe d'Algérie, on a vu, on reste encore sur cette espèce de d'entraîneur à genoux, implorant le ciel de lui pardonner. Belmadi, l'Algérie, voilà, un pays qui a gagné la CAN en 2019, un peu comme l'Italie qui nous soit champion en 2021, ne sera pas la Coupe du Monde au Qatar, banqueroute. Mais l'Algérie a gagné aussi la Coupe arabe juste avant la CAN, la dernière CAN 2021. L'Algérie était partie à la CAN comme le grandissime favori. Mais ça a été un fiasco. Pour l'élimination de la Coupe du Monde, quand on voit les 2 matchs, le match aller à Douala, l'Algérie avait totalement maîtrisé le Cameroun. Le Cameroun pensait gagner ce match-là à domicile, puisque Vincent Boubacar avait envoyé un message en disant que s'ils veulent gagner, c'est pas ici, ici c'est nous. Et pourtant, les Algériens ont gagné à domicile. Mais par contre, au match retour, je n'ai rien compris. Alors que les statistiques vont en faveur de l'Algérie, puisque l'Algérie a quand même eu 65% de possession de balles. Contre 35 et d'occasion. Mais il faut dire qu'en face, il y avait un grand gardien camerounais, Onana, qui avec sa classe, a arrêté
toutes les occasions, sauf une qui est rentrée au fond de filet sur la tête d'un joueur dont j'ignore le nom, sur un corner où les Algériens ont mis le but à 2 minutes de la fin, il me semble. Et ce but-là, pour eux, ils sont déjà à la Coupe du Monde, ils sont déjà qualifiés à la Coupe du Monde, ils sont déjà au Qatar. Et c'est sans compter sur le mental des Camerounais. Il faut dire que l'équipe camerounaise, les Lions indomptables, comme n'ont pas été domptés à Alger, mais les Lions indomptables avaient leur croc. Et ils ont dit, mais on n'a pas encore mangé, on n'a pas encore mangé, donc il faut nous laisser le temps de finir. Eh bien, et patatras, eh bien, le Cameroun a mis un but à 50 secondes de la fin. Alors, je n'ai pas vu le match, mais quand je vois le résumé qui est fait sur l'équipe, c'est apocalyptique. Quand on voit l'entraîneur qui est à genoux, qui a mis sa tête avec ses 2 mains en train de pleurer, donc je pense que l'Algérie a manqué sa qualification par le mental, alors que le Cameroun a toujours cru à sa qualification. Quand on voit un jeune entraîneur comme Rigobert Song qui disait que lorsqu'on est en danger, lorsqu'on se sent en danger, on n'est pas en danger, mais lorsqu'on pense qu'on n'est pas en danger, qu'on est en danger. Et ça, c'est une sorte de métaphore qui résume le match à Blida. Pour moi, quand j'ai vu que les Algériens ont mis le but égalisateur, puisque le but égalisateur ça avait qualifié à 2 minutes en prolongation. À 2 minutes de la fin. Pour moi, je pensais que c'était plié pour les Camerounais. Et pourtant, eh bien, comme je disais tout à l'heure, eh bien, un match de football réserve toujours des surprises. Eh bien, tant que l'arbitre n'a pas signé la fin, eh bien, on peut voir un but arriver. Et c'est ce qui s'est passé en Algérie. Alors, banqueroute, non, je ne pense pas que ça soit une banqueroute, puisque les Algériens les Algériens ont tellement misé sur leur qualification, à tel enseigne que j'écoutais Slimani qui disait que après le match allait, que plus rien ne pourra les arrêter. Voilà. Et finalement, c'est le Cameroun qui est qualifié au mental. Voilà. Donc une génération dorée qui passe à la trappe, une Coupe du Monde sans Mahrez, une Coupe du Monde sans Salah. Ça nous rappelle 93, l'équipe de France a vécu ça en 93. Je me rappelle les joueurs demandaient alors tu vas aux États-Unis avec ta femme ou avec tes enfants? Parce que 2 matchs avant, ils pensaient qu'ils étaient déjà aux États-Unis. Et puis finalement, il y a eu ce fameux France-Bulgarie. France-Israël et France-Bulgarie. Les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. et qui a fait qu'on s'est retrouvé à la dernière seconde, encore une fois, Grosjean comme devant, et voilà, en se disant on n'y va pas. On n'y va pas. Et la France pensait qu'elle était déjà qualifiée. 2 matchs avant, on était qualifiés quasiment. Il y avait 1 point à marquer pour être qualifié à l'époque. Voilà. Là, c'est la beauté du foot. On n'a même pas besoin d'aller très très loin. On revient à PSG Real à un quart d'heure de la fin. Voilà, on comptait même pas regarder vraiment la fin du match. On était presque en train de partir. Et puis, Benzema. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, tu te rassieds et tu regardes la fin du match. Voilà, les gens qui sont partis après, je crois que c'est Slimani, enfin un joueur algérien qui a marqué en prolongation à 2 minutes de la fin. Les gens qui sont partis à ce moment-là, ils ont tout raté. Voilà. Ah oui, parce que certains, tu dis, bon, je vais sur Booking, je commence à prendre le billet, Qatar, machin, et non, annulation. Donc heureusement qu'il y a des garanties, des assurances pour les annulations de voyage. Mais c'était un tremblement de terre en Algérie. C'était vraiment apocalyptique, parce que personne ne savait, ne pouvait
imaginez ce scénario-là. À 50 secondes de la fin. C'est comme mener 3-1 contre la Suisse. Normalement, on est en quart de finale. Et puis voilà. Ce qui est incroyable, c'est que. C'est la beauté du foot. Hein. Ce qui est incroyable, c'est que l'entraîneur a sauvé sa peau quand même. Finalement, il a été maintenu malgré tout. Ouais, c'est un peu incroyable. C'est un bon entraîneur. Oui, mais c'est un bon entraîneur. Pour l'instant. Voilà, pour l'instant. Alors, c'est un bon entraîneur. Pourquoi? Parce que quand vous regardez la physionomie des équipes africaines, des équipes nationales africaines, normalement, historiquement et d'habitude, ce sont des entraîneurs expatriés qu'on amène pour coacher ces équipes-là. Quand vous prenez le Sénégal est entraîné par Aliou Cissé, un Sénégalais. Vous prenez le Cameroun est entraîné par Rigobert Song, un Camerounais. Vous prenez le Ghana est entraîné par un Ghanéen. Ce sont des équipes qui sont qualifiées pour la CAN. Alors donc ça peut donner à réfléchir. Voilà, c'est vrai, il y a eu des Giresse et compagnie qui sont allés là-bas, qui sont revenus. L'émission finit par la synthèse de la grille, parce qu'il faut aller gagner, il faut aller chercher ces 500 000 €. On peut payer nos billets d'avion pour le Qatar. Voilà, nous, on sera au Qatar. Donc, Paris Saint-Germain, Lorient, normalement le 1. Lyon, Angers, le 1. Clermont, Nantes, le N ou le 2. Metz, Monaco, le 2. Montpellier, Brest, le 1 ou le N. 3 face à Reims, le 1 ou le 2. FC Barcelone, FC Séville, le 1 ou le N. Betis Séville, Osasuna, le 1. Valence face à Cadix, le 1. Tottenham face à Newcastle, le 1. West Ham face à Everton, le 1. La Sampdoria de Gênes face à la AS Roma, le 2. Atalanta Bergame face au Napoli, le 1 ou le 2. Et couverture complète, le 1, le N ou le 2, entre la Juventus et l'Inter de Milan. Voilà, dans cette grille, messieurs, un dernier mot. Après 2 semaines, un grand plaisir. Et puis maintenant, tu te senti à l'aise. Le plus guadeloupéen de nos confrères la belle Afrique. C'est une très belle expérience de venir sur ce plateau, parler football, et de ne pas parler de dossier au tribunal. Ouais, c'est ça. C'est bien, je pense que si vous m'invitez pour la prochaine fois, je vais revenir. Donc vous confirmez les bonnes dispositions, les bons liens entre le foot et le métier, la passion du foot. Oui. Tout à fait, c'est la même chose. Hein. Soit c'est l'attaque, c'est la défense. Hein. Voilà, c'est ça. C'est la même chose. Je pense qu'il y a dans le futur de beaucoup de programmes, hein, il y aura la Coupe du Monde qui va arriver. C'est ça. Et donc... mais il ne peut pas déjà ça... Je vous demande de m'inviter. C'est notre Gendozi et Christophe Nkoukou à nous, Patrice. Non mais bon, moi je dirais que cette émission représente vraiment ce qu'est le football, hein, c'est la passion, la camaraderie, le plaisir, et puis voilà, et puis le suspense incroyable à chaque fois, des surprises sans arrêt. Donc le football, pour moi, reste le sport magique, sans lequel on ne pourrait pas vivre finalement. Guillaume, je rajouterais juste un petit truc, télécharger l'application à la feuille de match, disponible sur Android et Apple, et je rajouterais regarder aussi l'émission sur YouTube ou regardez-la de nouveau sur la chaîne Éclair Télévision. Voilà. Le mieux de la monde l'a fait quasiment pour Guillaume. Plaisir à vous retrouver encore une fois. Et puis, restez sur nos programmes sur Éclair TV. Éclair TV, on vous aime, mais Éclair TV, la qualité à proximité chez nous. Donc, restez sous nos antennes. À très bientôt à la fin de match.